Salut à tous. Vous l'avez vu, la question d'aujourd'hui c'est est-ce que Paul Pogba est de classe mondiale? Et pour répondre à cette question, on va être le plus objectif possible. Donc, sa coupe de cheveux, je m'en moque. Les déclarations de son agent, pareil. Son attitude corporelle sur le terrain, c'est la même chose pour moi. Et pour répondre à cette question, je vais faire quelque chose que personne n'a dit avant moi. Je vais utiliser mon cours de philosophie de terminale. Non, pas pour les notions, parce que j'ai aucune idée de quoi en parler, mais pour un conseil sur l'écriture des dissertations. Avant de se lancer, il faut définir chaque terme. Et donc là, vous l'avez bien compris, on va pas essayer de définir ce que c'est un Paul Pogba, mais on va plutôt essayer de définir qu'est-ce qu'un joueur de classe mondiale. Ma première intuition a été de partir des clubs. Il y a environ 8 top clubs en Europe: Barça, Real, Bayern Munich, Juventus, PSG, ok, même s'ils vont pas tout le temps en quart de finale, Manchester City, Liverpool, et on peut probablement compter l'Atlético Madrid, car même dans une année difficile pour eux, ils ont réussi à éliminer les champions en titre. Mais je vous laisse faire l'expérience vous-même. Si vous essayez de définir par poste les 8 meilleurs joueurs, vous vous rendrez compte qu'arrivé à peu près au 5e, ce sera plus des joueurs que vous considérez de classe mondiale. En tout cas, ça me l'a fait, et du coup, j'ai considéré que ce top 5, c'est ce qui définit un joueur de classe mondiale. Oui, j'ai dit que j'allais être objectif, mais en vrai, c'est hyper compliqué. Si on accepte ma logique, et je l'accepte, car c'est moi qui décide, on doit donc définir quel est le poste de Paul Pogba. Alors, ça peut sembler évident, c'est un milieu central, mais des milieux centraux, il y en a de tous les types. Comme dirait Willy Sagnol, ça va de l'arabe technique au noir costaud. Mais malheureusement, ce système s'effondre à cause des joueurs métis, et donc on va utiliser une autre solution, on va utiliser ce qu'ils font sur le terrain, même si ça peut paraître assez novateur. Comme il faut garder uniquement 11 postes sur le terrain, je me suis permis de créer uniquement 2 catégories pour les milieux. D'un côté, il y aura les milieux à vocation défensive, les récupérateurs, et de l'autre, les milieux créatifs. Et je sais, ce choix est très critiquable, mais je vais utiliser les mots magiques de tous les politiciens, j'assume. Et désormais, vous ne pouvez plus me critiquer. Enfin, je crois que ça marche comme ça. Et du coup, désormais, il faut définir dans quelle catégorie on met Paul Pogba. Pour moi, c'est assez évident, il faut le mettre dans les créateurs. C'est sa qualité première. Si on peut trouver 7 joueurs plus forts que Paul Pogba, il n'y aura aucun doute sur le fait qu'il n'est pas de classe mondiale. Pour être sûr de garder uniquement des milieux centraux à vocation offensive, je me suis basé sur les expected goals et expected assists, et je n'ai gardé uniquement ceux qui étaient capables de faire 75% de la production de Paul Pogba. Enfin, pour la sélection finale, je me suis basé sur les notes que j'ai sur les milieux centraux. Je calcule des combinaisons à partir des radars pour déterminer le profil du joueur et son niveau dans ce rôle. Si vous êtes curieux sur ma façon de penser pour construire ces notes, je vous dirige vers ma vidéo sur Lucas Touzard où j'expliquais ce que je faisais pour les milieux défensifs. Et je pense que c'est la première fois que quelqu'un fait un lien entre Lucas Touzard et Paul Pogba. Pour l'ensemble des joueurs, je me base sur leur performance en 2019-2020. En revanche, pour Paul Pogba, étant donné qu'il a joué peu de matchs cette saison, je me suis basé sur ses stats de la saison dernière. Et ne croyez pas que c'est pour l'avantager, car sur l'échantillon réduit de la saison actuelle, il a été meilleur. Parmi les joueurs conservés, il est le 3e, avec une note de 7,29 sur 10. Comme vous le voyez, il a vraiment un profil de créateur, et du coup, désormais, je vais vous montrer ses concurrents. Numéro 1, Luis Alberto, ça peut en surprendre certains, mais depuis 3 saisons, il est incroyable à la création pour la Lazio de Rome. Le deuxième nom est aussi une surprise pour beaucoup de gens, avec 7,60 environ comme Luis Alberto, il s'agit de David Silva. Mais il y a tout de suite un bémol à apporter à cette place. Guardiola utilise David Silva surtout dans les matchs où il n'y aura pas de bataille au milieu de terrain, mais un bloc bas à détruire. Et c'est intelligent, c'est clairement une force de David Silva. Mais du coup, ça a un peu tendance à booster ses stats, car il ne joue pas dans les matchs les plus importants de Manchester City. Par exemple, il était sur le banc face à Liverpool. Bon, ok, Manchester City les a démolis, donc c'est pas le meilleur exemple. Mais on se comprend. Mais là, qu'est-ce que je... Oh là là, ça sent le roussi. Je sens que des spectateurs énervés veulent me mettre une rouste. Et ils veulent m'accuser de roussisme. Car le meilleur milieu central du monde n'est toujours pas dans la vidéo. Il s'agit bien évidemment de Kevin De Bruyne. Et en effet, il n'était pas dans les 2 premiers, il n'était pas 3e non plus, vu que j'avais dit précédemment que c'était Paul Pogba, mais il est 4e. Et on va bientôt voir qu'il y a une raison qui fait qu'il est sous-coté par les notes que j'ai calculées. En 5e position, on voit un profil un peu différent avec celui de Toni Kroos. Il est peut-être moins dribbleur que les autres, il se crée moins d'occasions de but, mais il arrive à exceller à la création et à la conservation du ballon. Ce qui peut sembler oxymorique. Et bim, 2e utilisation de mes cours de philo. Enfin, dernier joueur dont la note se rapproche de Paul Pogba, Léon Goretzka. Ou j'imagine plutôt Léon Goretzka. Ya. Désolé pour ça. On voit qu'il a un profil très offensif, mais qu'il a aussi une activité défensive. Ensuite, on tombe sur 2 noms qui ont des notes qui commencent à être significativement en dessous des autres. Le premier, c'est Demir Bay, qui a fait déjà l'année dernière une très belle saison sous Nagelsmann à Hoffenheim, et qui cette année à Leverkusen a été un peu critiqué car il a été peu efficace face au but, mais comme vous le voyez, il a toujours une activité très intéressante. Le dernier nom de cette liste est une surprise pour beaucoup. Il s'agit de l'ancien défenseur, reconverti milieu, mais capable toujours de jouer défenseur, et en fait partout sur le terrain, Joshua Kimmich. Et c'est d'autant plus admirable de
le trouver ici, car des joueurs présentés, c'est clairement celui qui est le plus capable de prendre des responsabilités défensives. Alors voilà, il y a un classement, Paul Pogba est 3ème. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là? Eh bien évidemment, non, car sinon ce serait la fin de la vidéo. La façon dont je représente les radars, mais dont le fait aussi StatsBomb, fait que la valeur maximale d'un axe correspond pas à la valeur maximum qui existe, mais au top 5%. Pourquoi on fait ça? Eh bien, imaginez que pour les ailiers, on les compare à Lionel Messi, tout le monde aurait l'air nul. Ça rendrait les radars peu lisibles. En revanche, faire ça a un défaut. C'est justement quand on cherche à comparer les meilleurs. Vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur! Car les meilleurs sont par définition régulièrement dans ces top 5%. Et donc désormais on doit voir plus en détail si des joueurs qui ont des notes maximum dans les 8 que j'ai présentés sont en fait très au-delà des autres. Du coup commençons par regarder ce qu'il en est pour les passes décisives potentielles et les buts potentiels. Et là... ouais, Kevin De Bruyne est vraiment le Messi des milieux de terrain. Et je sais que Manchester City a un contexte favorable, mais regardez-moi comment il est dans une autre galaxie. Il est tout seul, il a personne autour de lui. Le fait qu'il soit tout seul à droite, ça signifie qu'il n'y a aucun milieu de terrain qui s'approche de sa capacité à faire des passes décisives. Et si on complète avec le nombre de buts potentiels, eh bien, il reste très au-dessus des autres. Et on se souvient qu'il avait déjà un très bon radar. Donc qui est le numéro 1? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. On remarque également que le numéro 1 du classement, Luis Alberto, était en fait encore meilleur que ce qu'on pensait, même s'il est une classe en dessous de Kevin De Bruyne. Donc clairement, a priori, il n'y a pas de raison de l'écarter du top 2, top 3. David Silva est aussi plus fort que le laissait penser son radar, mais la réserve sur les adversaires reste. En revanche, le 6ème du classement, Goretzka, à la faveur d'une excellente seconde partie de saison, a un nombre de buts potentiels encore plus élevé que le laissait penser son radar. Donc il rentre très probablement dans la lutte pour le top 5. Pour Pogba, on voit qu'il était déjà à la limite des 5%, donc ce graphique ne fait pas évoluer notre impression sur lui. Autre catégorie où de nombreux joueurs listés excellaient, c'était les dribbles. Et si on regarde plus en détail, Luis Alberto est celui qui tente le plus de dribbles dans le lot, avec un taux de réussite très élevé, et Demirbay a un volume proche de Luis Alberto, mais c'est aussi celui qui a le meilleur taux de réussite. Donc ces deux joueurs se distinguent particulièrement. Je pense qu'après ces graphiques-là, Luis Alberto se distingue comme le deuxième, tandis qu'un peloton se dessine avec le reste, dont Pogba fait partie. Et pour ceux qui avaient un doute là-dessus, si on regarde la distance gagnée grâce au dribble et grâce aux passes, les dribbles étant vers le haut, les passes vers la droite, il n'y a à mes yeux aucun doute sur le fait que Luis Alberto est deuxième, Kevin De Bruyne reste premier, et que derrière c'est beaucoup plus difficile de déterminer où placer quel joueur. Même si cette représentation n'est pas très utile, car aucun des joueurs présentés ici n'avait des valeurs exceptionnelles en récupération, je me suis dit que certains d'entre vous voudraient voir visuellement à quoi ça correspond. En termes de duel aérien et de duel au sol, aérien vers le haut, au sol vers la droite, on voit bien que Pogba est le plus efficace en défense. En revanche, si on regarde le nombre de récupérations et le nombre d'interceptions, on voit que même s'il a ces qualités-là, ce n'est pas celui qui en fait le plus. Mais revenons à ce qui nous intéresse, est-ce que Paul Pogba est de classe mondiale? Eh bien, les graphiques que je vous ai montrés, à part les deux derniers, devaient nous montrer s'il existait des valeurs tellement exceptionnelles qu'elles devaient nous faire remettre en question le premier classement qui était effectué. Je pense qu'assez nettement, Luis Alberto et Kevin De Bruyne sont les deux premiers. David Silva a aussi des valeurs qui excèdent le radar en termes d'expected goals et d'expected assists, mais la question reste l'importance que vous accordez à l'adversité qu'il affronte. Enfin, un autre joueur bouleverse probablement un peu ce classement, c'est Goretzka, car on voit bien que ses buts potentiels étaient vraiment minimisés par le radar. Personnellement, l'élément qui me fait dire que Pogba mérite de garder cette 3ème place, c'est qu'il est pour moi celui qui bénéficie le moins d'un système mis en place. Mais honnêtement, c'est hyper difficile de trancher. Je pense que de 3 à 6, il y a de multiples choix qui se défendent parfaitement. En tout cas pour moi, il est de classe mondiale. Je suis très curieux de savoir si vous êtes d'accord avec cette analyse, ou est-ce que vous auriez fait des choses différemment, mais aussi de savoir quelle est votre opinion de Paul Pogba, parce que je pense que c'est un joueur hyper clivant. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous signaler que j'ai un compte Twitter, sur lequel je suis de plus en plus actif, et j'en profite aussi pour remercier JK, ou JK peut-être, avec qui j'ai pu discuter du sujet avant de faire la vidéo. C'est un fan de Manchester United, qui en règle générale analyse le football avec des statistiques, donc je pense que si vous aimez mon contenu, son contenu vous intéressera aussi. Il me reste à vous dire à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.